Chers participants, j'ai maintenant le grand honneur et la joie de vous présenter Hans-Ulrich Schmutz. C'est lui qui va donner la première contribution, la première conférence. Son titre est Du changement climatique à la rupture climatique. Et nous verrons avec lui, pendant 1 heure, qu'est-ce qu'il entend exactement par là. Hans-Ulrich Schmutz est formateur d'adultes. Il a, durant des dizaines d'années, formé des futurs enseignants pour qu'ils puissent, à partir d'une image de l'être humain la plus complète possible, former les adultes pour qu'ils puissent ensuite enseigner. Et la géologie est son domaine de prédilection. Et il ne le fait pas de manière sèche. C'est un grand alpiniste. Nous avons beaucoup de montagnes en Suisse et je crois qu'il connaît toutes les montagnes en Suisse. Mais nous autres Suisses, nous sommes allés nombreux déjà avec lui pour découvrir dans la montagne, auprès des torrents, auprès des glaciers, pour essayer de comprendre comment cet aspect tout petit est né du grand. Et c'est ce qu'il va faire avec nous. Comment est-ce que nous pouvons vivre ce qui se passe actuellement avec une vision beaucoup plus large, issue de toute l'histoire géologique et historique de la Terre. Monsieur Schmutz, merci beaucoup que tu sois là et à toi. Chers participants, auditeurs, je suis très heureux que j'ai en face de moi et des jeunes et des agriculteurs. Comme titre de fond, j'aimerais dire, celui qui n'a pas honoré le passé aura du mal à construire l'avenir. Pour cette raison, nous allons jeter un regard rétrospectif très lointain pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez, il y aura beaucoup de graphes, de schémas, je les ai faits à la main. Je veux le dire en introduction, c'est ce que j'ai compilé, j'ai commencé à compiler il y a 30 ans. J'ai enseigné surtout dans une école au niveau du lycée, dans une école Steiner. Le titre est curieux, du climat, du changement climatique à la rupture de climat. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Il faut regarder le langage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de production d'énergie et d'utilisation d'énergie. Une fois qu'on l'a utilisée, l'énergie est partie. Mais ce que cela signifie, c'est ça le thème que je voudrais approfondir. La bonne formulation serait, lorsqu'on parle d'énergie, il n'y a que de la transformation d'énergie. Tout est transformation. Rien n'est fini. Transformation veut dire je suis constamment soucieux de ce qui se transforme, tout ce qui se laisse transformer et de ce qui a été transformé. Exemple. Vous connaissez peut-être les parcs de traitement de déchets nucléaires. Ça fait 50 ans peut-être qu'on essaye de traiter les déchets nucléaires pour les 200-300 000 années à venir. On veut les mettre à l'abri pour que cela ne nuise pas à l'humanité. Mais il y aura sans doute beaucoup d'échecs. Et on parle alors de parcs, on parle de stockage. Et lorsqu'on parle de changement climatique, c'est certainement un terme usurpé.
Il était peut-être approprié, ce concept. Jetons un regard tout d'abord dans le passé de la Terre, au commencement de la Terre. Le lien entre terre, air, eau était très différent de maintenant. Notre vie, comme nous la connaissons aujourd'hui, n'aurait pas pu avoir lieu dans ces conditions. Il y avait beaucoup de cellules qui n'avaient pas encore de noyau, des unicellulaires. Petit à petit, les conditions ont changé et le gaz carbonique fut transformé dans les océans et devenu de la biomasse, des circuits de transformation se sont opérés et il y a eu des déchets issus du métabolisme organique, on pourrait dire. Donc les unicellulaires ont agi et vécu durant la plus grande partie de la Terre, du passé de la Terre. Et plus tard seulement sont apparus les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça a été un processus extrêmement lent et long. Voyons un premier schéma. Donc là, nous voyons le passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu toute une période où la vie animale est apparue sur Terre de manière très différenciée. Ensuite, il y a eu des plantes terrestres, il y a eu une grande crise, et finalement, les mammifères sont apparus bien plus tard. Et encore bien plus tard, chers agriculteurs, les premières plantes à fleurs apparaissent. Donc c'est très tard. Maintenant, je ne vais pas tout détailler de ce schéma, mais simplement vous rendre attentif à cette ligne rouge. C'est la modification des températures. Il y a une valeur moyenne que nous avions 19 degrés à peu près de moyenne annuelle. Il y a eu des plus hauts, des plus bas. Il y a eu des périodes glaciaires, des glaciations. Et par manque de place, j'ai dessiné la dernière glaciation, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc on voit qu'il y a eu énormément de transformations. Et comment se fait-il que la température est restée assez régulière autour de 19 degrés? Donc il y a eu une autonomie de la chaleur apparemment depuis très longtemps. Prenons par exemple les précipitations, la pluie et tout ça. On voit que dans les périodes plus chaudes, il y a moins d'eau et les périodes plus froides, il y a plus d'humidité en moyenne. Et maintenant, autre chose, la teneur de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il était très élevé, puis il a baissé durant plus de 300 millions d'années pour tomber à des valeurs actuelles. Et plus tard, il y a eu une augmentation, puis il y a eu une baisse à nouveau. Je vous dirai pourquoi. Et on a des valeurs qui remontent à 60 ans en arrière à peu près. Et on verra où on en est en 2020. Donc dans cette longue période, on vécu avec beaucoup de vitalité, on aurait du mal à s'imaginer ça aujourd'hui, des plantes qui étaient grandes comme des arbres, c'est-à-dire des prêles par exemple. Ces prêles n'avaient pas encore de bonnes racines, elles sont tombées, tout ça a été broyé, a été recouvert, il n'y avait pas de compostage, ça a été enfoui dans les profondeurs de la terre et toute la substance carbonée
se sont minéralisés, ont donné du charbon, par exemple. Il y a eu une grande crise de vie, et puis des animaux aquatiques sont apparus, les ammonites. Elles étaient très actives à ce moment-là. Des animaux qui respiraient aussi. Et on voit alors une remontée du gaz carbonique. Ensuite, il y a eu plus de mers calmes qui sont nées. Je ne vais pas détailler pourquoi, mais on peut le montrer. Et il y a eu une grande activité à nouveau des unicellulaires. Il y a eu une crise ensuite. C'était plutôt des crises régionales. Donc la biomasse meurt à nouveau, est comprimée, est séparée du cercle de vie et on voit apparaître le pétrole par exemple et les gaz naturels. Je vais aborder un thème méthodique un peu plus difficile. Lorsqu'on est debout sur Terre et qu'on imagine l'horizon de la Terre autour de soi, on a les 4 points cardinaux. Il y a le côté nocturne, le côté diurne. Donc ce schéma, c'est ce que nous pouvons observer dans le cours de l'année. Et je peux donc me regarder depuis l'extérieur. Là, je le vois maintenant comme si je regardais tout ce spectacle de l'extérieur. C'est une représentation abstraite. Les enfants étudient ça en 11e classe au lycée. Bien sûr, ce que je décris là, c'est dans les conditions de l'hémisphère nord. À São Paulo, ce serait l'inverse. On voit que le soleil se lève à 8 heures du matin et se couche relativement tôt en hiver. 3 mois plus tard, 21 mars et 21 septembre, on a une situation toute spéciale. Je me trouve là. Si je mets mon bras exactement vers l'est, et si avec cette main, je vais jusqu'au zénith, chez nous c'est 43 degrés, et ensuite je change de bras et je descends exactement à l'ouest. Donc lever et coucher du soleil passe exactement par le milieu de mon corps. C'est l'équilibre astronomique 2 fois par an, les équinoxes. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Plus tard, il faudrait que j'aille, en allant vers le 21 juin, il faudrait que mes 2 bras aillent plus loin en arrière. C'est le moment de la Saint-Jean. Et maintenant, représentons-nous pendant 180 jours, nous observons de la Terre que les courses apparentes du Soleil montent de plus en plus haut dans le ciel. Et pendant 6 mois, on voit une descente lente, vue de la Terre, des arcs décrits par le Soleil, du mouvement apparent du Soleil. Tout autour de nous, nous avons le ciel des étoiles fixes avec la ceinture zodiacale qui est loin dehors. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, on appelle ça l'écliptique. Et j'ai dessiné une représentation pour le 21 mars à 18 h, au moment du coucher du soleil. Donc nous ne pouvons pas regarder les étoiles tant que le soleil est là, il faut attendre que le soleil soit couché.
et nous voyons apparaître donc les étoiles seulement après le coucher du soleil. Au bout de 72 ans, le soleil que l'on voit alors le 21 mars a bougé d'1 degré. 1 degré, c'est à peu près le diamètre du soleil. Donc un diamètre du soleil s'est décalé vers la gauche en 72 ans. Donc combien de temps faut-il pour que ce mouvement ait fait le tour complet? 360 fois 72, je voudrais l'écrire au tableau, mais ça donne 25 920 ans. C'est ce qu'on appelle l'année platonicienne, et on va en parler. Donc cette précession des équinoxes, comme on l'appelle, on ne peut pas le voir parce que c'est un laps de temps trop long, mais je peux le penser. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ce grand rythme. On pourrait encore rajouter que les constellations, si je les suis du regard, je vois qu'elles sont toujours le même arc de cercle. Le Gémeaux, qui sont très hauts, sont toujours dans la même course, et le Sagittaire est très bas. Au bout de 23 heures et 56 minutes et 4 secondes, chaque constellation est de nouveau exactement au même endroit. Donc un tout petit peu moins de 24 heures, il manque 4 minutes. Donc il y a un rythme de 4 minutes plus rapide chaque jour, ce qui explique le lent mouvement. Sans doute avez-vous appris à l'école ce genre de représentation. Vous voyez sur le dessin l'écliptique qui fait ce mouvement-là. Et ça en 24 heures. On voit que le Soleil est au milieu et la Terre tourne autour, c'est la représentation copernicienne, le système héliocentrique. J'essaye de vous montrer quelque chose. J'espère que la caméra pourra le montrer. On voit Soleil et Terre, j'espère que vous m'entendez. Vous avez vu? On voit que le Soleil fait tourner la Terre autour d'elle, autour de lui. Mais Copernic, s'il m'entendait, il ne serait pas d'accord. Tout est sphérique. Tout est sphérique. Et Copernic a postulé 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est la rotation de la Terre autour de son propre axe. J'ai représenté Dornach avec ce petit bout de papier. Le deuxième mouvement, maintenant c'est moi le Soleil. Le Soleil fait tourner la Terre autour de lui. Et ça donne les 4 saisons. Et maintenant, il y a un troisième mouvement. L'axe de la Terre est incliné. Cet axe fait un tour complet en un an, mais en sens inverse.
Donc lorsqu'on peut réunir ces deux images, la deuxième et la troisième, c'est ce que Copernic a donc postulé, et ça nous explique l'année platonicienne. Ce que je fais là, c'est à peu près tous les 500 ans, on a ce mouvement. Au bout de 10 500 ans, l'axe de la Terre a déjà bougé. Et de nouveau, 10 500 ans plus tard, l'axe a encore bougé. Donc je vous montre cela sur un autre schéma. Je ne sais pas si c'est très visible. Là, c'est le temps d'aujourd'hui. Donc, selon l'astronomie moderne, le Soleil n'est pas au centre, mais à un endroit dans une ellipse décentrée. À un moment de l'année, la Terre est très proche du Soleil, et à un autre moment, la Terre s'éloigne. Le 4 janvier, le disque solaire est le plus grand, c'est là où la Terre est la plus proche du Soleil, et en été, elle est la plus éloignée. Comme nous sommes plus près en hiver du Soleil, ça adoucit les températures. Et maintenant, cette ligne tourne dans une forme ellipsoïdale. Ça fait à peu près 100 000 ans, un peu plus de 100 000 ans, 105 000 ans. Il y a 105 000 ans, nous avions à peu près la même configuration qu'aujourd'hui. En 10 500 ans, tout ça a bougé de 36 degrés. Il y a eu une inversion, c'est-à-dire le moment où le Soleil et la Terre étaient au plus proche était 6 mois plus tard. Donc tout ça bouge tous les 10 500 ans, jusqu'à aujourd'hui. Donc au bout de 100 000 ans, on retrouve une situation comparable. Mais pendant une durée de 10 500 ans, nous avons des moments où l'hiver est plus doux et l'été est plus frais, et à l'inverse, des moments où l'hiver est plus froid et l'été plus chaud. Ça, ce sont des conditions cosmiques. Et pendant des millénaires, on a vu cette polarité, été chaud, hiver froid, inversion, été plus frais, hiver plus doux. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque les hivers sont plus doux, bien sûr, il ne faut pas aller dans les pôles, mais on a plus de pluie que de neige en hiver, et les étés frais permettent cette neige et cette glace durer plus longtemps. Mais quand on est dans la situation inverse, on a des hivers plus froids, les précipitations sont amoindries. Quand il fait très très froid, il y a peu de précipitations, donc il y a peu de neige. On voit bien quand il neige dans des températures très froides, eh bien la neige est très poudreuse. Donc on voit des alternances de formation de glace, de fonte de glace, de formation de glace, et ce sont des rythmes de 21 000 ans, 2 fois 10 500. Mais vous vous dites peut-être, mais c'est très peu. C'est en fait une tendance au fil des siècles que je décris là, ça se fait progressivement. Mais on le voit
qu'il y a deux grands rythmes. Il y en a deux autres, mais que je ne vais pas aborder ici. Donc, l'année platonicienne, dont on a déjà parlé, 26 000 ans, l'autre rythme de 105 000 ans, nous révèle des rythmes comme un violoncelle avec ses 4 cordes. Il y a des rythmes qui se font. C'est un peu compliqué. Je saute maintenant un passage. Si on regarde maintenant l'angle d'inclinaison de l'axe par rapport à la verticalité, c'est à peu près 23 degrés et demi aujourd'hui. Ça peut monter à 24 degrés ou à 22 degrés. Donc il y a une oscillation de cet angle, j'exagère un peu, mais il y a une oscillation de l'axe latère comme ça. Et pour aller d'une position à l'autre, il faut 41 000 ans. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Là, il y a des saisons très fortes, vers 24 degrés d'inclinaison, et à 22 degrés d'inclinaison, des saisons peu marquées. Donc ça correspond aux périodes de glaciation dans l'hémisphère nord, lorsqu'on a ces hivers très très froids et longs. Vous voyez que c'est une forme d'ellipse, ce n'est pas un cercle. Et parfois, il y a une élongation et à d'autres moments, des rapprochements. Donc, aphélie et périhélie, on appelle cela. C'est dans un rythme de 10 500 ans. Et Milankovitch, un mathématicien, a fait ce calcul. Il était aussi physicien en 1913. Et c'est sans doute le premier travail. Et on a trouvé ça, ce texte dans la bibliothèque de Steiner qui s'est vraiment intéressé à cela. Il a essayé de mettre en lien les glaciations avec l'année platonicienne et les autres rythmes que j'ai décrits. Mais ça engendre un problème, parce que on voit sur cette représentation nous devrions déjà être en train d'entrer dans une nouvelle période de glaciation, si cette découverte était exacte. Mais sur Terre, il y a toujours un petit décalage. Lorsque vous vivez dehors, à midi, c'est pas là où il fait le plus chaud. C'est à 2-3 heures de l'après-midi qu'il fait le plus chaud. Donc il y a un décalage la journée, mais aussi au fil des siècles, on voit ce décalage progressif. Mais on nous annonce que la prochaine glaciation, elle a déjà commencé. Ça a commencé au Moyen-Âge. Jusqu'en 1850, il y avait des petites périodes de glaciation. On voit par exemple dans le Valais suisse qu'il y a eu des glaciers qui ont grandi, qui ont beaucoup descendu les vallées. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un retrait massif des glaciers. Chapitre suivant. Donc on trouve ça dans les publications classiques. Ce sont les résultats de recherche lorsqu'on perce et qu'on fait des prélèvements de carottes de glace. Et on a pu voir, à partir des gaz enfermés dans ces couches de glace, on a pu donc les mesurer, les évaluer et les traduire en schéma. Et c'est très étonnant de voir
Donc ça a commencé il y a 400 000 ans. Il y a du rouge. Donc il y a eu une période chaude. Il y a eu ensuite 4 étapes, chaque fois 21 000 ans. Une période de plus en plus froide. Ensuite, il y a eu une période très chaude. Ça fait 100 000 ans. Ensuite, on l'a de nouveau, mais pas exactement de la même façon. On voit qu'il y a quand même une similitude de rythme. Et ensuite, à nouveau un pic très très chaud. À nouveau, 5 petits cycles de refroidissement, puis de nouveau un pic de chaud. Et ça, c'est la dernière glaciation. Et puis, il y a 10 000 ans, il y a eu un réchauffement. Donc, Milankovitch a théorisé là-dessus. On voit le rythme qui établit un lien entre 21 000 ans et 100 000 ans. Et actuellement, on voit les valeurs du gaz carbonique atmosphérique qui ont été emprisonnées dans la glace. On voit des rythmes tout à fait semblables. Il y a un déroulement parallèle. Donc le bleu est un petit peu avant le rouge par rapport au pic, on le voit bien. Mais on voit comment les impulsions qui viennent du cosmos, du mouvement de la Terre dans l'univers, ça se traduit ici par des rythmes. Les océans se réchauffent actuellement, il y a plus de gaz carbonique dans les océans, il y a une acidification aussi. On voit que l'augmentation du gaz carbonique est toujours un peu avant la montée des températures. Donc il ne faut pas penser en lien de cause à effet simple, c'est vraiment des rythmes qui se traduisent là. On a aussi mesuré la teneur en méthane. Là aussi, on observe des intensifications et des diminutions. Là, en jaune, on voit les cycles de Milankovitch. On voit donc ce rythme intensification, diminution, intensification, diminution, dans ce lien entre Terre et Soleil. Donc Milankovitch a prophétisé, on pourrait presque dire, ce que la science, qui ne voulait rien savoir de Milankovitch, maintenant on peut, grâce au carottage et à toutes ces mesures, qu'il avait bien pensé la chose. Donc avec des carottages, on peut aller jusqu'à 1 million d'années en arrière et on peut voir comment le climat s'est transformé en Antarctique et au Groenland, donc en Arctique. On voit les maxima. Donc c'est toujours durant des siècles. Et on voit ces rythmes de 100 000 ans à peu près entre deux pointes. Et ensuite on a 4 petits cycles entre deux pics. Et on a pu aller vérifier cela bien plus loin que les 400 000 ans. Là c'est 1 million d'années en arrière. Là on voit la masse de glace. On peut maintenant avec des GPS mesurer les masses de glace. Et ça c'est une modélisation. Et là aussi ça match avec
les résultats actuels et on voit aussi la courbe des températures. Donc ce travail de recherche est décisif parce qu'on peut, grâce aux résultats des recherches, regarder loin dans le passé et y découvrir les rythmes qui nous montrent l'alternance de périodes chaudes et périodes de glaciation. Et on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un oubli de la Terre, qu'il faudrait une glaciation, mais il faut deux conditions. On a vu qu'il y avait une histoire de latitude, de haut plateau par exemple. Il faut donc plus de pluie pendant des siècles pour créer des glaciers. On change de sujet, ou de thématique. Là, on regarde comment le carbone se transforme durant différentes périodes. Le métabolisme du carbone. On a d'abord un cycle, et je ne dis pas un retour à l'identique, hein, c'est plutôt un rythme qu'un cycle qui reproduirait l'identique. Donc on voit des roches qui contiennent du carbone, qui donnent par exemple le charbon. Lorsque des montagnes se forment, surtout dans l'hémisphère nord, là où il y a beaucoup de montagnes comme les Alpes, cela remonte à la surface. La météo érode lentement tout cela et le carbone est libéré. Donc un tel rythme « 300 millions d'années dure un tel cycle. Le rythme cosmique le plus court que l'on connaît aujourd'hui, c'est le cycle de rotation de notre Voie lactée dans laquelle nous sommes nous aussi avec notre système solaire. Ça dure 230 millions d'années. Donc notre galaxie se tourne une fois entièrement en 230 millions d'années. Après, il y a un autre rythme beaucoup plus court. C'est comment le gaz carbonique descend dans les profondeurs des océans. Le mouvement est très très lent, puis remonte lentement. Et un tel rythme a une cyclicité de 1000 à 1500 ans. Donc si maintenant on met du gaz carbonique dans les profondeurs, au bout de 1000 ans, il remontera à la surface et donnera un nouveau problème climatique pour nos descendants. Donc le carbone ne disparaît pas. Il se met en retrait ou il est mis en retrait, mais il reviendra à la surface. Après, il y a encore un autre cycle plus rapide. Ça dure entre 2 et 5 ans. C'est le temps que les masses d'air mettent à tourner autour de la Terre en montant très haut, puis redescendent. Donc c'est les mélanges atmosphériques, on pourrait dire. Ça dure quelques années simplement. Donc c'est très rapide comparé aux deux autres cycles. Ensuite, les agriculteurs connaissent bien, et les forestiers aussi connaissent ça mieux que moi. Nous avons l'échange de l'oxygène avec la végétation de la terre, donc les milieux agricoles.
les sols qui sont utilisés en agriculture, mais aussi les forêts, donc l'agriculture et les forêts. S'il n'y avait pas les forêts équatoriales qui sont décimées aujourd'hui, nous aurions un cycle beaucoup plus équilibré. Mais aujourd'hui, on a une pollution énorme en gaz carbonique dans l'atmosphère. Et maintenant, le rythme le plus important, à la surface des océans, il y a encore le plancton donc, et des unicellulaires qui vivent là. Ce sont des masses énormes. Donc, ce sont les animaux se nourrissent du plancton. Donc, il y a beaucoup de vie dans cette surface de l'océan. Et puis des êtres meurent de nouveau, des êtres vivants qui créent de la biomasse. Cette biomasse descend dans les profondeurs et va aller dans le cycle très lent décrit tout à l'heure. Ce cycle-là dure quelques jours seulement. Là, on a 200 millions d'années, 1000 ans pour ce cycle-là, 4 années à peu près, 40-50 années en agriculture, moins d'une semaine. Donc ces différents rythmes sont imbriqués les uns dans les autres, et donc tout se transforme, le carbone se transforme, soit par le feu devient gaz carbonique, ou les plantes le transforment en substance vivante, en biomasse, ou les processus géologiques le minéralisent et fabriquent du pétrole, du gaz et du charbon surtout. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que le temps file. Est-ce que vous arrivez à me suivre? C'est clair? Donc ce qui a duré des millions d'années, ce qui a été stocké dans la Terre, nous en avons déjà consommé un tiers. Nous l'avons sorti de la Terre, du charbon, du pétrole, du gaz, et dans un temps ultra court. J'aurais dû pendant 6 heures descendre mon bâtonnet et puis ensuite très vite monter le bâton. En fait, nous avons accéléré 100 000 fois ce cycle. Et on ne peut pas accélérer des processus biologiques. Mais ça s'est passé sur Terre. Nous brûlons donc toutes ces roches qui sont dans la Terre et ces substances, ces ressources fossiles. Et ça donne du gaz carbonique. Donc ce rythme qui est si lent normalement, nous l'avons brisé totalement par une accélération incroyable. C'est le pillage de la Terre et la conséquence est funeste pour toute la Terre. Donc à partir de ces réflexions, je vais aller un pas plus loin. On connaît un peu ce genre de graphe, donc j'en tirerai quelques exemples. On voit que les rayonnements solaires, si on vit, ça dépend où on mesure bien sûr sur la Terre. À partir de 1970, il y a un affaiblissement. Il y a des cycles de 11 ans des taches solaires, par exemple.
Maintenant, on voit l'augmentation de la population de manière massive, le trait rouge, et en noir, en pointillé. Je vous le montre d'abord. Il y a une petite vague ici, une deuxième vague, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième et une petite huitième. C'est la quantité d'énergie fossile qui a été utilisée. Donc ça conduit à de la production de gaz carbonique. Il y a eu les guerres mondiales, il y a eu la guerre du Golfe, au Koweït, la guerre du Koweït. Tout ça, on peut le voir. Et la crise financière. Et peut-être qu'on pourra faire comme ça aussi avec la crise du corona, si elle dure encore. Donc, l'action technique humaine se voit là-dessus aussi. Donc maintenant, si on regarde en bleu les teneurs en gaz carbonique, bon, à l'époque, les mesures n'étaient pas assez précises, mais à partir de là, on voit cette courbe maintenant. Aujourd'hui, on a des teneurs en gaz carbonique comme il y a 7 millions d'années en arrière. Donc cette ascension, on ne l'a jamais eue pendant les périodes glaciaires. Le gaz carbonique oscillait, bien sûr, mais ça faisait plutôt des courbes comme ça, même dans les périodes les plus chaudes. Donc, on voit là le reflet de l'activité humaine de manière incroyable. Et maintenant, à partir de là à peu près, il y a une ascension. Donc on voit la production de gaz carbonique et on ne l'a pas mesuré pendant une période. Beaucoup de gaz carbonique est allé dans l'eau, dans les océans. C'était dans ce cycle-là qu'il y avait beaucoup de gaz carbonique qui s'emprisonnaient. Mais à partir de 1985, les conditions se sont transformées dans les océans. Il y a eu des modifications de la vie pour les planctons. Il y a eu une acidification. Donc il y a des changements qui modifient par exemple la vie des animaux qui forment du calcaire, les moules par exemple, et tous les coquillages. On a aussi le photovoltaïque, l'énergie nucléaire. Dans l'industrie aussi, il y a des contributions qui font que on a un peu réduit certaines pollutions, mais le gaz carbonique, lui, continue de monter. Donc ces différents cycles et ces cycles-là, nous allons parler de cette transformation que l'agriculture pourrait induire, comment l'agriculture peut contribuer à réduire les problèmes de production de gaz carbonique. Pensez aux barons du pétrole, les Rockefeller. Il faut compenser maintenant tout ce qui a été fait par des travaux d'assainissement pour la Terre. Donc, en 50 ans, on ne peut pas changer tout ça, même en 100 ans. On n'est pas aussi puissant, la nature est plus puissante que nous. Mais maintenant, on voit
il y a des changements de température qui s'opèrent chaque fois qu'il y a des éruptions volcaniques. Chaque fois qu'il y a eu une éruption volcanique, on a vu une baisse des températures moyennes annuelles. 1/3 de degré, et c'est beaucoup. Mais on voit après que la température remonte. Donc tous les 10 ans, on fait une moyenne des températures et ça donne cette courbe en zigzag. On voit ces modifications, ces alternances, ces rythmes et ce qu'on appelle El Niño. Ça se lit bien sur ce tableau. Pardon. En fait, je n'ai pas le bon tableau. Donc, le phénomène El Niño, ce sont des masses d'eau qui partent de l'équateur, d'Amérique. Il y a des courants rapides et des courants lents. Quand c'est rapide, on l'appelle El Niño, ce courant-là. Mais alors, ça modifie le temps en Amérique du Sud et du Centre, ça crée des périodes de chaleur et dans d'autres régions du monde, beaucoup de pluie aussi. Et ce rythme dure 4-5 ans. Et c'est lui qui modifie ce rythme, la courbe. Mais quand on fait une moyenne de tout ça, on obtient une moyenne en bleu. À partir de 1970, ça grimpe. Donc on s'est arrêté en l'an 2000. Maintenant, il faudrait faire une courbe qui monte comme je viens de le signifier. Mais on a eu de la chance. Diesen Trend der Temperaturerwärmung machen, wenn man diese Treibhausgase wenn man Kohlendioxid und Methan als Treibhausgase denkt. Donc si on pense aux gaz à effet de serre, comme on les appelle, on voit qu'ils ont été un peu diminués. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'industrialisation, il y a eu une baisse de température à cause de combinaisons de soufre dans l'atmosphère, en brûlant gaz, pétrole et charbon. On appelle ça la pollution atmosphérique. Quand on chauffait par exemple Londres avec du charbon, il y avait énormément de soufre, mais aujourd'hui il y a moins qu'il y a 100 ans. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait donc des baisses de température. Et en faisant une moyenne des deux courbes extrêmes, on arrive à la grosse ligne bleue. Donc les influences de la nature ne peuvent pas expliquer à elles seules les modifications de température. 1 minute encore. Je vais encore évoquer quelque chose pour que vous voyez la rupture ici. On voit les modifications de gaz carbonique pendant les glaciations. Nous avons maintenant une montée à la verticale, vertigineuse. Donc ça c'est sur 10 000 ans.
On voit donc l'augmentation absolument catastrophique des toutes dernières années. Nous avons donc rompu le rythme des glaciations. C'est ce que j'appelle la rupture climatique. J'ai besoin d'un tout petit peu plus qu'une minute, sinon je n'arrive pas à conclure. On peut guérir des ruptures, des fractures, lorsqu'on se donne de la peine. Et si on s'intéresse à une fracture, une rupture. Donc nous avons la tâche aujourd'hui de transformer cette pensée qui a conduit à piller les ressources de la Terre et à faire disparaître toute la biodiversité. Donc on a accéléré 10 000 fois la disparition d'espèces, par exemple, ces dernières années. Il faut que nous développions d'autres façons de nous tourner vers la Terre. Il faut penser autrement la Terre. Il faudrait passer d'une pensée de machine. Cette pensée devrait devenir mouvante, dynamique, pour comprendre et étudier les rythmes, les métamorphoses, comment les substances se transforment, comment l'évolution et le développement a lieu. Cette pensée-là est la source. Grâce à cette pensée, on peut acquérir de nouvelles connaissances du passé et du présent. On peut alors, éclairé par de nouvelles connaissances, agir autrement pour que cette rupture, cette fracture, dans l'agriculture, entre autres, conduise à une guérison. Mais si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous n'aurons pas de solution technique seule. Peut-être que vous l'avez vu, lorsqu'on a une pensée vivante, j'ai essayé de vous expliquer ces rythmes, ça nous conduit à quelque chose de très particulier. On a dans l'âme un ressenti beaucoup plus fin, plus développé. Et aussi, ça peut aller jusque dans la volonté. Donc, en changeant de façon de penser, on ressent autrement les choses. Notre âme se transforme quand on est jeune, dans la formation, par exemple, de l'agriculture biodynamique. Il faut vraiment favoriser, stimuler en nous cette capacité de ressentir les choses. Et tout ce qui est artistique nous aide à acquérir cela. Mais il faut être dans une dynamique de recherche, faire de la géométrie projective, par exemple. Si tout ça est mis en route, nous aurons alors la possibilité d'opérer un vrai tournant. Et alors, la fracture n'aura été qu'une stimulation pour que nous transformions. C'est ce que je souhaite vraiment. Il y a de nombreuses possibilités dans les ateliers de discussion que vous échangez dessus. Je vous lis juste la conclusion écrite que j'avais faite. Il y a beaucoup à faire. Saisissons-nous de l'opportunité. Merci. Hans-Ulrich Schmutz. Monsieur Schmutz, au nom de la grande communauté qui vient de t'écouter sur tous les continents, j'aimerais te remercier de tout cœur que tu nous as fait un grand tableau de la Terre et surtout l'encouragement que tu nous as donné pour que nous ne subissions pas ce qui se passe. Et j'aimerais rajouter une question. Quand on parle de l'anthropocène, c'est-à-dire que nous, l'être humain, anthropos, est peut-être devenu le facteur déterminant qui agit jusque dans la géologie. Donc
l'Anthropocène est une réalité. Là, nous sommes réunis avec beaucoup de jeunes. Tu as dit, nous devons essayer de penser autrement, ressentir autrement, agir autrement. Nous devons agir dans cet Anthropocène, mais tu nous as parlé de millions d'années, de gigatonnes. Où est-ce qu'il faut commencer en fait? On se sent si petit. Donc l'Anthropocène décrit comment on a quitté la rythmicité des substances telles qu'elles étaient pendant des millions d'années. Nous avons interféré là-dedans. Maintenant, nous avons des possibilités devant nous pour guérir, pour soigner. Il faudra sans doute de nouveau beaucoup de temps, ça c'est sûr. Nous n'y arriverons pas dans les 150 ans à venir seulement. Si on prend une période de 150 ans de modernisation, de technicité, de pollution, il faudra développer pendant des dizaines d'années de nouvelles facultés en nous, et il n'y a pas de limite, ça va au-delà de ma vie. Ce que j'ai acquis comme connaissance, je peux l'enseigner à d'autres qui viendront après moi. Et peut-être que l'idée de vie successive peut nous aider aussi là-dedans. Donc il faudra un grand souffle pour l'avenir. Et ce qui est magnifique, c'est que si je m'observe moi, je vois que je peux développer en moi des qualités d'âme de manière plus rapide qu'autrefois. Dans un cours de 3 ans de goetheanisme, il se passe plein de choses en moi, d'acquisition de nouvelles facultés. Après, il faudra du temps pour le traduire dans la terre. Donc la section des jeunes a une grande perspective devant elle. Et nous, agriculteurs, à gauche, sur un de tes schémas, tu as parlé de 5 rythmes. Nous, on était à gauche sur ton tableau. Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tout de suite, nous, les paysans? J'ai 2 fils qui sont paysans d'émetteurs. Ils me répondent en soignant le sol, en vivifiant le sol, on agit chaque année. Et d'année en année, on améliore. On peut tout de suite par un travail à la terre. Bon, on continue ici 3 jours, mais après on retourne dans les champs. Merci pour cette grande image et cet encouragement très chaleureux. Merci.